RFI et France 24 présentent Mardi politique. Suite de Mardi politique, toujours avec Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, questeur de l'Assemblée nationale et président de la commission d'investiture des Républicains. Alors la réforme des institutions maintenant, puisque le Premier ministre entame aujourd'hui même une série de consultations avec les présidents des groupes parlementaires et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sur cette réforme des institutions annoncée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Selon un sondage qui date du début du mois de février, un sondage Harris Interactive, les Français sont très nettement favorables aux mesures qui sont envisagées dans ce projet de réforme. Dans ces conditions, on sait que le Sénat, et en particulier Gérard Larcher, n'y sont pas très favorables, mais il va quand même être difficile de s'y opposer si c'est une mesure annoncée pendant la campagne et que soutiennent très largement les Français. On exprimera notre position, et les sénateurs, le président du Sénat, comme les députés, ont déjà fixé pour nous des lignes rouges. Je pense en particulier à une disposition qui est au cœur de l'actualité européenne, c'est la proportionnelle pour les élections législatives. Ouais, ouais. On sort du scrutin en Italie. On va en parler. Où le pays, oui, mais c'est lié. Où le ouais. pays est bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mode de scrutin qui consacre d'abord une représentation proportionnelle. Oui, l'Allemagne a été privée de gouvernement, enfin de majorité, depuis 6 mois. Oui, mais en là Allemagne aussi, parce qu'il y a un scrutin... oui, mais très majoritairement proportionnel. Voilà. En France, 25%, la réforme, entre 10 et 25. On verra ce qui est proposé. Vous êtes hostile à tout proportionnel ? Oui, parce que le fait majoritaire, le scrutin majoritaire, c'est la Ve République. Ça garantit une majorité. Voilà. C'est vrai que ça peut être brutal, mais en tout cas pour l'Assemblée nationale, il peut y avoir d'autres chambres. C'est le cas d'ailleurs au Sénat, puisque c'est une élection de liste à la proportionnelle dans les départements qui élisent plus de 3 sénateurs. Donc il y a cette représentation. On peut réfléchir là-dessus, mais à l'Assemblée nationale, là où se vote la confiance, là où se vote la loi en dernier ressort, je pense que la stabilité de nos institutions, le fait qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait une majorité, qu'il y ait un pouvoir qui puisse gouverner, quel qu'il soit, c'est le résultat de la démocratie, c'est la stabilité, c'est la force de la Ve République. Toucher à ce principe, c'est modifier fondamentalement nos institutions. Oui, c'est en tout cas la position que moi je défendrai dans ce texte et qui motivera rien que pour cela mon opposition. On va aborder d'autres points, mais quand un parti fait de bons scores aux élections et n'a aucun député, et que dans le même temps, un autre parti fait de beaucoup moins bons scores, et lui a plusieurs députés, il n'y a pas quand même là un problème de représentativité ? Oui, mais on peut le régler différemment. On peut demain concevoir qu'il y ait 2 chambres qui soient... Il y a l'Assemblée, il y a le Sénat, qui pourraient être élus différemment. L'Assemblée a toujours le dernier mot. Oui, et c'est pour ça que, parce qu'elle a le dernier mot, je pense que le fait majoritaire doit dominer. Le scrutin majoritaire... Vous ne voyez pas que ça crée des frustrations, scrutin majoritaire, chez les électeurs qui parfois... Le scrutin majoritaire n'a jamais empêché l'alternance. La droite... 81, l'élection des socialistes, et les présidents de la République ont tous eu une majorité. Nicolas Sarkozy, 2007, François Hollande, 2012, donc ils ont pu gouverner, plus ou moins bien, mais ça c'est le fond de leur programme. Mais il faut que ceux qui sont issus des urnes, qui ont gagné les élections, soient choisis avant. C'est vrai qu'il y a un effet amplificateur, mais... Sincèrement, ce qui se passe en Italie depuis des années, est-ce qu'on veut aller vers ce modèle ? Enfin, là-bas, encore une fois, c'est aux 2 tiers proportionnel. Oui, mais là, la proportionnelle avait été atténuée. Donc, oui, mais elle restait très majoritaire. Moi, je le dis, cette proportionnelle, ce n'est pas l'esprit de la Ve République. Alors, la proportionnelle, ce n'est plus la Ve République. Bon, pour information, dans le sondage dont je parlais, 86% des Français, ils sont favorables à l'introduction d'une dose de proportionnelle. Oui, mais si vous leur demandez s'ils sont favorables à la stabilité gouvernementale, ils vont vous répondre dans la même proportion. Vous savez, il faut se méfier des sondages avant, quand on ne connaît pas les mesures. Et puis, j'entends qu'il pourrait y avoir un référendum. Là aussi, les sondages, très souvent, avant les référendums, sont un peu différents. Non, mais sur le principe du référendum, puisque vous en parlez, 85% des personnes interrogées disent qu'une réforme comme celle-là, qui porte sur les institutions, devrait être soumise à référendum.
Vous n'êtes pas dans ces 85%. C'est le choix du président de la République. Les institutions le permettent. Mais après, on répond souvent à d'autres questions que celle qui est posée. On a compris que sur la proportionnelle, pour vous, c'est une ligne rouge. Sur les autres mesures, limiter à 3 au maximum le nombre de mandats consécutifs des députés et sénateurs, ça, oui ou non? Personnellement, j'y suis opposé aussi. Ouais. Moi, je suis pour la liberté de l'électeur. L'électeur, il vote pour qui il veut. S'il considère qu'un maire qui est excellent, qui est attaché à sa ville, qu'un député qui fait le job à l'Assemblée nationale, qui défend bien les convictions pour lesquelles il a été mandaté, doit rester plus de 3 mandats, c'est le choix de l'électeur. Est-ce qu'on va faire des quotas désormais? Voilà, on restreint de plus en plus le choix de l'électeur. Une démocratie, c'est la liberté. C'est la liberté. Et là, on restreint la liberté. Donc, par principe, je suis défavorable à cette restriction de la liberté de choix de l'électeur. Un dernier point qui n'est pas des moindres, la réduction du nombre de parlementaires qui pourrait aller d'un quart à un tiers. Ça, sur le principe Sur le principe, je pense qu'on a trop de parlementaires, globalement. Hein, il en faut moins, mieux payés, avec plus de moyens. Il en faut moins, qu'il y ait plus de prérogatives législatives et de contrôle, avec sans doute plus de moyens, comme dans les autres grands parlements des grandes démocraties. Mais attention, faisons très attention, parce qu'on modifie les règles, et on doit le faire qu'avec beaucoup de prudence, à la représentation de nos territoires. Parce que si on n'a que des critères, si on diminue, comme c'est ce qui est annoncé, d'un tiers le nombre de parlementaires, on aura des départements où il n'y aura plus de députés à l'intérieur de ce département. Il faudra aller chercher plusieurs départements pour avoir une circonscription législative. Et ça, c'est un affaiblissement de nos territoires, et notamment de nos territoires ruraux. Et là, ça rejoint le danger de cette fracture territoriale où on a l'impression qu'Emmanuel Macron, de plus en plus, creuse cette fracture, où il y aurait une France à 2 vitesses, la France des territoires riches, la France des territoires délaissés, en même temps, je reprends la formule macronienne, qu'il creuse cette fracture sociale, là pour reprendre la formule de Jacques Chirac, où il y aurait les hyper riches et puis ceux qui ne sont rien, là aussi pour reprendre son expression. Alors en marge, il y aurait la question de la Corse et l'inscription d'une spécificité corse dans la Constitution. Ça, c'est un principe auquel vous êtes très fermement opposé. Pourquoi ? La spécificité corse, elle existe. Bien sûr, personne ne peut la nier. L'insularité est une spécificité. Ouais. Il y a une spécificité corse plus qu'une spécificité bretonne ou alsacienne ? Sûrement. Mais vous voyez, rien que votre question, elle montre... C'était pour voir s'il y avait dans votre esprit une graduation. Elle montre le danger de cette problématique. Si on inscrit la Corse dans la Constitution, si j'ai compris, il y aurait un nouvel article. Donc ce n'est pas l'article 72, celui des collectivités locales, ce n'est pas l'article 74, celui des territoires d'outre-mer. Donc il y aurait un nouvel article. Mais on va ouvrir tout de suite la voie à d'autres revendications. Pourquoi pas l'Alsace? Pourquoi pas la Bretagne? Voilà, on entend immédiatement. Ce matin, vous savez, on avait le débat dans notre groupe parlementaire. Certains sont intervenus sur ce sujet. Et d'autres ont dit « Ah, et la Bretagne ?» Et d'autres « Ah, l'Alsace ?» Donc, tout de suite, voilà. Pour moi, la France, elle est unie. La République, elle est une et indivisible. Et si on la fragmente, on ouvre aussi une fissure. Et cette fissure, elle peut s'élargir. Donc, je dis prudence, grande prudence. Après, il faut accompagner la Corse dans son développement. Il y a déjà un statut particulier pour la Corse qui n'existe sur aucun autre lieu du territoire, avec la collectivité unique. Cette collectivité unique, territoriale unique, elle vient d'être élue il y a quelques semaines. Regardons, laissons-le travailler, passons un contrat avec la Corse sur le développement économique. Est-ce que la priorité, c'est ce que la Corse soit dans la Constitution ? Sincèrement, je crois que ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas une obligation pour aider, pour accompagner la Corse naturellement qui en a besoin. Alors vous les avez évoqués à travers la question de la proportionnelle, les législatives en Italie, les populistes et l'extrême droite sont les grands gagnants des élections de dimanche, mais pour l'instant, aucune formation n'a une majorité suffisante pour former seul un gouvernement. Che bordello, titrait, il n'y a pas besoin de traduire, titrait hier matin à la une le quotidien Il Tempo.
Quels enseignements vous tirez de ces élections, au-delà de la proportionnelle? Le premier enseignement que je tire, c'est le poison de la proportionnelle. Voilà. Oui. Parce que, encore une fois, rappelons que c'est à peu près 70% proportionnel et qu'on parle de 10 à 25%. Donc, incapacité de dégager une majorité. Combien de gouvernements en Italie au cours des 30 dernières années? Une durée de vie des gouvernements très, très faible. Deuxième enseignement, c'est l'effondrement de M. Renzi, que nous avions vu dépeindre par certains commentateurs comme l'homme fort de l'Europe, qui incarnait un nouveau monde, aussi une nouvelle génération, ce qui avait conduit en France à dire qu'Emmanuel Macron était le Renzi français. Bien, on voit que lorsqu'on se base que sur l'image, il y a des traits assez forts de ressemblance entre Matteo Renzi et Emmanuel Macron. Ils viennent tous deux de la gauche. Ils représentent une forme de social-démocratie. Il y a un discours très fort, il y a une image séduisante, disons-le. Et puis, il y a une réalité très différente. Et surtout, il y a des résultats qui sont très faibles. Et même, il y a eu un bilan économique qui a été sanctionné. Donc, c'est aussi une leçon qu'il faut tirer. Ensuite, il y a des problématiques qui ont amené le succès de 5 Estelle. Il y a la montée de la Ligue. Et c'est des sujets très importants. C'est l'immigration. C'est un défi posé à l'Europe. Emmanuel Macron l'a évoqué d'ailleurs hier en disant que le contexte de forte pression migratoire avait sans doute pesé dans les... Oui, mais il pèse partout. Il pèse en Allemagne avec l'AfD, il a pesé en Autriche, il pèse en France. Donc ça nous appelle aussi à des réponses fortes. Et ces réponses fortes, nous voulons les apporter au niveau des Républicains avec Laurent Wauquiez. Voilà, pas de tabou. Laurent Wauquiez est en ce moment même à Mayotte pour se saisir de ce problème où un territoire de la République est en crise depuis plusieurs semaines, est totalement délaissé, où 40%, un tiers, un peu moins, de la population est en situation irrégulière. Venus des Comores, un tiers de la population. Ça veut dire c'est l'équivalent s'il y avait 20 millions d'étrangers en situation irrégulière en métropole aujourd'hui, et où aucun ministre ne se rend, où il y a des violences, où il y a des exactions, où le député de Mayotte, Mansour Kamardine, nous disait l'autre jour au groupe que désormais, les seuls qui ont accès à la préfecture, qui représentent le drapeau français sur le sol de Mayotte, étaient les clandestins. Laurent Wauquiez a dit ce soir, et ça va sans doute soulever quelques débats, qu'il fallait supprimer le droit du sol, notamment pour les enfants nés d'étrangers qui étaient arrivés à Mayotte en situation irrégulière. Ça ne vaudrait que pour Mayotte, cette idée ? On peut le mettre dans la Constitution. Voilà. Donc, en tout cas, ça doit valoir pour Mayotte. Personnellement, je suis favorable à cette évolution aussi pour la France entière. Et je l'avais dit dans un texte constitutionnel il y a quelques années. Mais là, Laurent Wauquiez parlait de Mayotte, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de tabou, qu'il faut poser les sujets pour y apporter des réponses. Quand on apporte des réponses, quand la droite est elle-même, eh bien l'extrême droite ne progresse pas. Alors pour revenir un instant à l'Italie et à l'Europe, et on reparlera après de ces mouvements migratoires, mais le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, disait ce matin, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont une très grande responsabilité pour relancer l'Europe, une nouvelle fois mise à l'épreuve par la montée des partis populistes et d'extrême droite en Italie. On voit partout en Europe, disait-il, qu'on attend les projets franco-allemands. Est-ce que vous avez l'impression, en effet, qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, en particulier, a une responsabilité particulière à jouer dans la situation? Tous les pays ont une responsabilité. Oui, mais lui, bien sûr, la France... Avec le Brexit, l'affaiblissement d'Angela Merkel, aujourd'hui l'incertitude en Italie, est-ce qu'il n'est pas en position de force? La France et l'Allemagne ont une responsabilité historique depuis la fondation même de cette Union européenne. On a eu une déconvenue très forte. Le fait que la deuxième économie européenne quitte l'Europe, c'est pas une bonne nouvelle, c'est même une très mauvaise nouvelle. Donc il y a cette responsabilité, mais cette responsabilité, elle appelle à une forme de sursaut, rompre avec la naïveté. La naïveté, ça a été le discours de Mme Merkel qui a accueilli en 2015 1 million d'étrangers en situation irrégulière. C'était un discours dangereux, qui a d'ailleurs conduit à une augmentation des drames, puisque ça voulait dire que l'Europe était désormais ouverte
Et on a vu l'augmentation immédiatement après, les discours de Mme Merkel, des franchissements de la Méditerranée, des drames qui sont survenus, des milliers de morts. Voilà, donc la fermeté est gage d'humanité en la matière. Et cette Europe, elle doit être moins naïve. Elle doit protéger ses frontières extérieures. Elle doit accueillir les vrais réfugiés. Elle doit expulser ceux qui ne le sont pas. Sur ce sujet essentiel, l'immigration sera au cœur et est au cœur des grandes préoccupations de nos concitoyens. Dans toute l'Europe, on le voit bien. Donc si on n'apporte pas des réponses, eh bien, on laissera ouverte la voie à des dérives extrémistes qui sont inacceptables, qui sont dangereuses et qu'il faut combattre. Mais il faut les combattre par l'action et pas par des slogans ou des incantations. Mais vous savez, Éric Ciotti, aujourd'hui, tous les spécialistes le disent, des démographes, des sociologues, que ce mouvement migratoire, cette lame de fond, elle ne va pas cesser, qu'elle va même s'amplifier, et qu'on ne pourra jamais empêcher quelqu'un qui vit dans la misère ou qui est dans un pays en guerre ou sous une dictature épouvantable, on ne pourra jamais l'empêcher d'essayer de gagner un continent, de gagner un pays dans lequel il aurait une vie meilleure. Vous avez raison. Alors comment fait-on ? C'est un défi majeur. Ça pose aussi la question de l'humanité. Dans 30 ans, 2050, il y aura 2,5 milliards d'habitants sur le continent africain, 500 millions en Europe. Si l'Afrique reste dans cet état avec un développement mal assuré aujourd'hui, eh bien, les flux migratoires vont continuer à aller vers l'Europe et vont s'accentuer. Donc l'enjeu majeur, le président Sarkozy le disait hier dans une conférence, c'est le développement en Afrique. C'est faire en sorte qu'il y ait une croissance, que cette population nouvelle puisse vivre sur le continent africain. Il y a d'autres zones où les flux migratoires sont... d'où les flux migratoires proviennent également, mais le défi majeur des 50 prochaines années, c'est le défi démographique. Qui en parle ? Qui en parle ? Voilà, donc l'Europe peut avoir ce rôle de dire on a un grand projet de développement économique de l'Afrique pour absorber aujourd'hui cette révolution démographique. Nous sommes face à une révolution démographique et j'ai l'impression que ce problème, il est ignoré. À vos yeux, le projet de loi immigration-asile est insuffisant. Est-ce que cependant, vous diriez qu'il apporte quand même des améliorations ? Il y a des mesures qui, à la marge, sont des mesures techniques qui peuvent améliorer la situation. Je pense à l'augmentation du délai de rétention de 45 à 90 jours. Je pense notamment à la période de retenue de 16 heures à 24 heures. Mais là encore, comme sur la justice, on aborde les problèmes de façon très partielle. 262 000 titres de séjour l'année dernière. Toutes les catégories, immigration familiale, les étudiants, les réfugiés, 311 000 personnes inscrites à l'AME, ce sont les étrangers en situation irrégulière, 3 millions de titres de séjour en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a trop accueilli, qu'il y est rentré trop d'étrangers dans notre pays, que ce soit en situation régulière ou naturellement, et c'est encore plus grave, bien sûr, en situation irrégulière. Donc l'urgence, c'est de réduire les flux migratoires. Ce texte ne s'attaque pas à la réduction des flux migratoires. Il propose quelques mesures pour réduire le délai de l'asile, mais là encore, il n'est pas à la hauteur de la problématique. Il ne revient pas sur la circulaire Valls qui supprimait la rétention administrative. Il ne revient pas sur la circulaire Valls sur la régularisation des clandestins. 180 000 régularisations au cours du quinquennat précédent. Donc, je crois qu'on est un peu dans la communication, on donne l'impression qu'on est ferme, mais à la sortie, c'est le robinet d'eau tiède. Question très courte, réponse très courte. Est-ce que vous serez candidat à la mairie de Nice en 2020 ? Je vous répondrai à cette question en 2019 dans un an. Enfin, vous y pensez, ça, c'est pas un mystère. Certains y pensent pour moi, notamment à Nice, compte tenu de l'évolution de Christian Estrosi, qui a été élu avec une étiquette des Républicains, assure des engagements et qui aujourd'hui est quasiment, si on entend ses discours, plus en marche que chez les Républicains. Merci Éric Ciotti. C'est la fin de cette édition de Mardi Politique. Et Mardi Politique sera de retour, comme tous les mardis, mardi prochain, avec Roselyne Fèvre. Bonne soirée.
Did you know there's a world of miracles inside our bodies? For example, your eyes can see 10 million shades of color. You can hear thousands of sounds, from 20 hertz to 20,000 hertz. Our bodies can withstand temperatures around 60 degrees centigrade. Our tongues can differentiate 100,000 different tastes. Our noses can distinguish more than 1 trillion scents. See, smell, hear, taste, touch. Widen your world. Oh. Chez Fortunéo, vous bénéficiez d'une performance de 7,62% net en 2017 en confiant la gestion de votre contrat d'assurance vie à nos experts. Sérieux? 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 Eh oui, Fortunéo Vie a été élu meilleur contrat d'assurance vie multisupport. Oh. Bah ouais. Ah oui. Oh, c'est bon ça. Fortunéo, j'aime ma banque. Reporter, présenté par Antoine Cormery. En fuyant la ville de Benghazi sous la pression des troupes du général Haftar, les extrémistes de l'organisation État islamique ont laissé derrière eux un terrain miné, au propre comme au figuré. Les commerces se réouvrent, la ville se réorganise, mais tout peut exploser à chaque instant. Ingénieurs, médecins ou professeurs de musique comme Mahmoud se sont portés volontaires pour aider l'armée à débarrasser la ville des explosifs. Après 4 ans de conflit, ces citoyens n'aspirent qu'à l'harmonie et espèrent qu'un jour, le professeur de musique n'aura plus à déminer. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.